Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Soren pour Thunderbot avec Cléomène de Connect eSport qui est multi-rôle talent, actuellement chef de la rédaction, on va dire ça, responsable de rédaction à la Lyon eSport. Comment tu vas Cléomène ? Je vais bien, merci de prendre un peu de temps pour nous. Donc voilà, moi je suis Cléomène, on est Connect eSport, c'est une structure en plein progrès, on est notamment un portail d'actualité e-sport, on traite notamment League of Legends, c'est pour ça d'où notre présence ici, on traite également Counter-Strike, Hearthstone, on se lance aussi, on est en train de recruter justement pour encore s'élargir, notamment sur Overwatch, FIFA qui est en train de se structurer, voilà, tous ces jeux-là, et même à vocation e-sport, pourquoi pas du Clash Royale, Rocket League, les jeux un petit peu en marge on va dire, mais qui ont une vocation quand même à se structurer dans un système e-sportif. Donc votre but actuellement, comme tu m'as dit un petit peu plus tôt, c'est d'aller du côté vraiment entreprise, professionnelle. Donc vous êtes actuellement une association en train de structurer une société. Concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Toi, tu fais quoi ? Toutes tes casquettes, c'est quoi ? Dis-moi tout. Alors j'ai différentes casquettes, je vais les énumérer puis après j'expliquerai un peu mon rôle. Donc je suis avant tout responsable de rédaction, je suis caster, je suis community manager. Donc voilà, ça c'est les trois principales. Voilà, je suis un peu le couteau suisse chez Connect eSport. Alors, responsable de rédaction, qu'est-ce que ça veut dire ? J'encadre les différents rédacteurs dans leurs différents domaines. Je supervise tous leurs travaux, notamment la correction, le recodage des articles. On travaille avec WordPress, donc il y a certaines compétences qu'on ne peut pas forcément demander aux rédacteurs. Et moi, j'ai les formations, je peux me permettre de justement faire les mises en page. Dès qu'il faut toucher un peu au code, je peux me le permettre. Je lance des projets aussi, c'est ça l'intérêt d'un responsable, c'est de mettre en place des projets, de voir avec qui on peut les faire et les mettre au point jusqu'à la publication. Voilà, exactement. Tout l'amont. Exactement. Tout ce qui est l'analyse avant même le côté opérationnel. Au niveau du cast, je vais en profiter pour le dire. On est partenaire avec PCS et donc du coup on caste leur tournoi. Voilà. Assez bien imposant. Oui, voilà. Beaucoup d'équipes. On est partenaire avec eux pour caster leur tournoi One Hour. Donc on caste le tournoi du lundi soir et du mardi soir. Donc je fais partie des casteurs parce que pour moi c'est un peu une récréation parce qu'à partir de 21h je lâche la rédac, personne m'emmerde et du coup je suis tranquille, je prends mes 4 heures de cast. C'est vraiment un plaisir en fait, je le prends même pas comme une charge de travail. On a récemment dans le même cadre, on a eu la chance de pouvoir d'être casteur officiel de l'OGS, l'Origami Show à Orléans. Donc on a pu justement notamment caster la finale qui a eu lieu entre Eclipsia et Auxerre, un moment plaisir qui pour nous était vraiment un bon tremplin. Ouais. Là, dans lequel le staff, nous avons Thomas de Eclipsia qui en fait un gros bisou parce qu'il est très très fort. Chez Connect eSport, donc vous êtes pas mal. Maintenant, qui chapeaute un petit peu le tout ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ? D'où il vient ? Et comment est venue l'idée ? Alors en fait, c'est Steven Kukulski alias Fractal qui a créé Connect eSport. Moi je n'ai pas intégré Connect eSport dès ses débuts. Mais c'est quelque chose qu'il voulait faire depuis très longtemps, toujours s'investir dans l'e-sport. C'est un ancien joueur de StarCraft Brood War. Pro, oui, il est parti en Corée notamment. Il a été équipier de Elki, pour ceux les anciens qui ont connu. Le fameux. Voilà. Et il a toujours eu l'idée, l'envie, mais il n'a jamais vraiment forcément eu le temps ou le bon timing. Et comme nous, on est de Tours, au moment où la DreamHack Tour, le parcours de la DreamHack s'est arrêté à Tours, il s'est dit c'est maintenant. Et du coup, en fait, tous les ans, on fête en gros notre anniversaire à chaque fois qu'il y a une DreamHack. Et donc du coup, dans 2 mois, si je me trompe pas, on pourra fêter notre 3e anniversaire durant la DreamHack. Et du coup, les projets au-delà du site, au-delà de la TV, sont bien plus larges. On veut démocratiser l'e-sport, on veut montrer toutes les facettes de l'e-sport au-delà des joueurs. Tous les corps de métier qui peuvent être représentés, d'où la vocation professionnelle pour créer de l'emploi. Vraiment, c'est notre objectif, créer de l'emploi à terme dans différents domaines, que ce soit des joueurs, de la rédac, des monteurs vidéo, community manager, tout ce qui touche en fait au monde de l'e-sport. Tu es caster League of Legends, donc on va parler de League of Legends un petit peu. Ça va être les questions un petit peu plus spécialisées. Actuellement, qu'est-ce que tu penses de la scène on va plutôt parler de la scène européenne. Qu'est-ce que tu penses de la scène européenne actuellement, les LCS ? T'en penses quoi ? T'en tires quoi ? Alors déjà, les LCS Europe m'ont surpris dans le format qu'ils ont adopté. On est parti sur un format à la LPL. J'étais vraiment très surpris de voir ce changement-là. Je m'y attendais pas. Je m'attendais au changement BO3. Mais je m'attendais pas à ce qu'on divise le championnat en 2 poules, notamment avec seulement 10 équipes. Alors qu'en LPL, ça peut à la limite se comprendre vu qu'ils sont 12. Déjà, j'ai été surpris. Après, en termes de niveau de jeu, je suis assez déçu
Mais même avant, je m'attendais à ce niveau qui soit un peu inférieur aux attentes, en voyant les différentes line-up sortir. Beaucoup crash par exemple sur Fnatic, mais moi en voyant la line-up, on voit qu'ils sont en reconstruction. C'est fini, l'ère Fnatic qui domine tous, voilà, c'est terminé, faut oublier, faut faire son deuil et il faut attendre qu'ils reconstruisent un projet. G2 qui domine toujours avec H2K en face, juste en dessous. Et on a vu que G2 étant la plus grande force européenne, on a vu notamment aux IEM Katowice que ça reste compliqué à voir au MSI. Je pense que ce sera G2 qui représentera l'Europe en espérant que ce ne soit pas la même déconvenue que l'année dernière. Alors moi, par rapport au MSI, il y a un petit truc au fond de mon cœur. Je rêve que Misfits réussisse à voler la place par je ne sais quel moyen miraculeux. Et j'aimerais beaucoup voir Misfits représenter les EU au MSI, tout simplement pour le vent de fraîcheur. Et surtout pour le fait que G2 ne performe pas à l'international. On peut dire ce qu'on veut, ils sont très forts en Europe, mais apparemment c'est impossible. Le seul moment où ils ont gagné à l'international, c'est contre des EU à l'international. Ça compte pas. Ils ont vaincu la malédiction, entre guillemets. Ils ont enfin réussi à remporter une game et même un BO à l'international. Je crois qu'ils ont même battu Kongdu Monster, qui est la dernière équipe en LCK. Et heureusement, qui leur a donné beaucoup de mal avec des games allant jusqu'à 50 minutes contre la dernière équipe coréenne qui utilisait un sub en top lane. Voilà, c'est ça. Là, on peut se dire qu'il y a vraiment un problème en Europe. Soit il y a vraiment un problème, et je pense qu'il y en a un, et on peut vraiment voir aussi que la Corée est sur une autre planète. Si les championnats du monde étaient faits avec les meilleures équipes du monde, il y aurait déjà les 10 équipes coréennes. C'est heureusement qu'on a le système de slots pour nous sauver, et encore, ça va commencer à bouger avec tout le remaniement que Riot est en train de faire au niveau de ce qu'on appelait les wildcards où chacun a son championnat, et on voit même l'avancée que Riot fait au niveau des anciennes ligues wildcards qui commencent à être autonomes entre guillemets. Le MSI aura lieu au Brésil et c'est vraiment là aussi pour le coup ce sera un vent de fraîcheur. Moi j'espère voir quelqu'un d'autre que G2. À l'heure actuelle ça semble quand même compliqué. Mais le même est quand même devenu vrai puisque les NA sont maintenant wildcards. Puisque dans les groupes de sélection des Worlds, si vous ne le savez pas, les NA seront dans la même pool que les wildcards, c'est-à-dire qu'il y aura un pré-tournoi de sélection. Comment on peut en arriver là ? Comment on peut arriver à une région majeure comme les NA qui arrive au wildcard ? Tout simplement en fait par la contre-performance, et quand je dis contre-performance, c'est on sent l'intérêt qu'ils ont dans leur propre championnat, mais on sent qu'ils n'ont pas l'objectif après. Ils ont des grosses fanbases, ils peuvent très bien vivre au NA sans forcément avoir alors je pense que c'est un souci aussi des mentalités de se dire on veut les Worlds, on veut se donner les moyens, non, on reste sur nos acquis. On voit même les imports au final, quand ils importent des Coréens, c'est soit des Coréens en fin de carrière, soit des Coréens qui n'arrivent pas à trouver leur place en Corée parce que c'est saturé chez eux, et là on peut le comprendre entre guillemets que les jeunes Coréens quittent la Corée pour se faire un nom, pour vivre de leur métier au final. Et les NA qui se retrouvent en wildcard, je trouve que c'est quand même assez triste pour un jeu américain, même si maintenant c'est Tencent, c'est la Chine qui détient Riot, qui détient League of Legends, mais ça reste un jeu emblématique américain avec toute une fanbase américaine et même une culture américaine. La culture des ligues, la culture du spectacle, en fait, c'est la culture américaine dans le jeu vidéo, ce qu'on peut retrouver dans NBA, ce qu'on peut retrouver c'est l'Amérique dans un jeu vidéo. Donc ouais, c'est un peu triste, en espérant qu'ils arrivent à sortir de ces wildcards, ça serait dommage. Il y a une relation amusante, c'est que les NA et les LPL sont les régions où le salaire est le plus élevé, jusqu'à plus de 3 à 8 fois le salaire que vous pouvez avoir par exemple en ULCS, et pourtant ce sont les régions qui performent le moins. Alors est-ce que on a cet appétit du salaire et du résultat nul? On peut le voir par exemple avec Reignover qui est chez Team Liquid, qui sont actuellement 7ème il me semble, ou 8ème des LCS NA, qui ont dû changer, Piglet qui est venu en mid lane, enfin c'est vraiment un bordel managérial, mais ils sont payés énormément en NA, et le NA en NA en fait, surtout le sponsoring en fait, tu deviens une image de marque tellement forte que ça désintéresse de la compétition. Et du coup ma prochaine question, les NA vont certainement adopter un système de franchise comme en NBA ou autre. Qu'est-ce que tu penses de ça en tant que U en plus, parce que nous on déteste les franchises, on adore les tailles, on déteste les franchises. Qu'est-ce que tu penses du système de franchise aux États-Unis ?
Alors, par exemple, sur Connect eSport, on l'a traité le sujet, notamment pendant l'intersaison, le fameux The Teams contre Riot Games, où il y avait eu un regroupement même de certaines équipes européennes qui étaient venues porter appui. À part EcoFox. À part EcoFox, aux équipes, les Fox. Et d'ailleurs, ça leur cause des problèmes maintenant. On l'a vu, beaucoup d'équipes refusent de scrim contre eux parce que c'est pas un conflit entre joueurs, mais c'est un conflit entre dirigeants. Richard Fox, qui maintenant s'est attiré les foudres de tous les autres dirigeants de structure. Et alors pour revenir à la question, pourquoi on voit que oui, en effet ils arrosent, c'est le cas de le dire, ils arrosent en termes de salaire pour attirer des joueurs. On l'a vu surtout en Chine avec la vague de départ de Coréens. Moi je pense à Im, je pense aussi à Marine, qui est le plus récent aussi. Et on le voit en plus qui revient parce que qui soulève tout le monde. En fait, ce qui se passe, le retour des Coréens en fait se fait aussi. C'est une visée à la fois de la performance, de vouloir reperformer à nouveau, mais il y a un côté financier quand même. On a vu avec les derniers Worlds, le système que Riot a mis pour faire gonfler le cash price des Worlds, se sont rendu compte que, ah oui, en effet, performer devient vraiment rentable. Ce qui pouvait se comprendre avant de se dire, on va performer, mais au final, on va s'user, on va se fatiguer pour un résultat qui est moindre. Parce que c'est des joueurs, dans ce cas-là, qui ne cherchent pas la gloire, ils cherchent le profit, ce qui est un peu dommage. Mais après on peut comprendre le profit parce que les carrières sont courtes, ils ont besoin, comme un sportif, de mettre de côté. Mais le fait d'arroser ne changera rien. Et aux États-Unis, entre guillemets, ils peuvent se le permettre parce que la fanbase et entre guillemets, le pool de public américain leur suffit. L'Europe ne peut pas se le permettre parce que la manne européenne n'est pas assez puissante. C'est pour ça que l'Europe est certainement le continent où au final les salaires sont les plus bas. Ça serait pas surprenant et ça m'étonne même pas. Et ils ont besoin de se montrer à l'international, de montrer qu'ils performent, et même parce que les fanbases sont très concurrentielles les unes des autres pour pouvoir. Maintenant que Fnatic est tombé, il y a G2, mais même G2 a du mal à se trouver une fanbase aussi importante que Fnatic, ou même Origin quand ils sont arrivés. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu parlais, par exemple, pour le fait que le cash price des Worlds soit pas si intéressant, par exemple Faker est payé environ 5 à 6 fois le cash price total des Worlds par an. Donc on peut comprendre que certains joueurs se disent aux FD Worlds autant aller en NA ou en LPL. Maintenant je vais te poser des questions un petit peu que je pose à tout le monde parce que j'aime bien et que ça fait un fil rouge et que je peux un petit peu comparer les réponses. Aujourd'hui, Riot t'envoie un email, tu es le maître de League of Legends. Tu fais ce que tu veux, tu peux ajouter un champion, enlever un champion, mettre une feature, enlever une feature. Tu peux faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais sur League of Legends ? Alors je me pose pas trop la question, c'est vrai. N'importe quoi. Alors là, vraiment j'ai un doute parce qu'au final, actuellement, moi le jeu ne me déplaît pas tant que ça par quelques ajustements de gameplay. Tu peux même ajouter une feature. Sinon... Même une feature de Master Ouais, si, quand même, il y a quelque chose pour dynamiser le topside. Faut vraiment que Riot change ce héros de la faille. Il est. Au début, quand ils l'ont sorti, c'était un buff Nashor sur un champion, c'était beaucoup trop fort, c'était OP. Et maintenant, c'est un objectif par défaut. C'est-à-dire qu'on va pas se battre pour l'avoir, on va le faire parce qu'on n'a rien d'autre à faire, parce qu'on a un champion qui est pour. Le dragon des nuages, quoi. C'est un peu ça. Encore quand Team, le dragon des nuages, peut vraiment avoir un intérêt si on a un Ikarim, si on a une compo déjà basée sur la mobilité, il peut avoir un intérêt. Mais le héros de la faille, si on n'a pas un champion qui est fait pour duel ou split push, si on n'a pas un autre objectif parce qu'on prend un kill et qu'on est 3 là et on sait pas quoi faire, alors on le fait, c'est l'élément à changer, je pense. Après, en tant que main support, moi je dégage Malzahar de la botlane, je le supprime, le champion. Même après le nerf, ça reste toujours une plaie à jouer contre. Voilà. Et ma dernière question du coup que je pose encore une fois à tout le monde. Actuellement on voit qu'il y a certains joueurs qui préfèrent aller en CS plutôt qu'en LCS du fait que les équipes de bas de tableau LCS sont pas du tout attrayantes. On voit par exemple Origin, Rocat. Est-ce que tu penses que c'est ill-fi pour la scène d'avoir des équipes Challenger Series qui sont tellement puissantes financièrement et d'un point de vue de marque par rapport au LCS en fait? Qu'est-ce que tu penses de l'impact que ça a sur la scène? Je pense qu'en fait c'est simplement une évolution. On a un boom d'investissement dans l'e-sport, on le voit, le PSG est présent, Miami Heat chez Misfits exactement. On est sur la nouvelle génération des équipes. Même des équipes comme Fnatic qui ont l'historique, qui ont l'expérience, même elles commencent à craindre l'arrivée de ces investisseurs parce qu'elles se disent comment on va faire nous pour suivre. Même en France, le cas de Webedia a tué entre guillemets, même eux l'ont admis, le Melty Sport Club. C'est un peu une partie de poker. Une fois qu'on est trop engagé, au bout d'un moment, on est obligé de se coucher parce qu'on peut plus reculer en fait. Et ça me surprend pas. Bluffer, là. Et là, on peut pas bluffer. Non, là, c'est pas possible. Ça me surprend pas. Ça me choque pas forcément non plus à terme à voir si la performance est là en fait.
Et on se rend compte souvent, on dit à chaque saison, on a toujours le phénomène, les 2 équipes de LCS qui partent en promotion tournament pour voir si elles vont être maintenues, on se dit elles ont été nulles toute la saison, et on voit 2 équipes de Challenger Series, par exemple même à l'époque il y a un an, on voit même un split Millennium qui a échoué en promotion tournament parce que même si on est dernier des LCS, l'expérience, l'affrontement qu'on a durant toute la saison de LCS fait la différence contre des équipes Challenger Series qui entre guillemets elles sont passées sans encombre, n'ont pas eu vraiment d'adversité. Et là, Schalke actuellement, je crois, est invaincu en Challenger Series. Alors, personnellement, je pense que Schalke va écraser la quelconque équipe qu'ils vont rencontrer, vraiment. Schalke est un bon exemple, entre guillemets. Ils étaient en LCS, ils sont descendus, ils ont dit c'est pas grave, on va prendre un split, on va restructurer l'équipe et on va remonter. Ils le font très bien. Le PSG, au final, peu importe le budget qu'ils ont, peu importe les moyens qu'ils ont, vont peut-être gagner la Lyon eSport. On attend sûrement la finale PSG Millennium, ce serait la finale logique. Peut-être gagner une LAN, mais les Challenger Series, on voit qu'ils sont pas forcément en meilleure situation. Ils vont peut-être même jouer leur place dimanche face à Millennium, ce qui est un schéma un peu hasardeux parce qu'on va dire c'est un peu Webedia contre Webedia. Ah non, c'est Webedia contre Bang Bang. Ouais, voilà. Bang Bang appartient à Webedia. Exactement, donc c'est un peu dérivé, mais on revient un peu à la maison qui essaye de se mettre sur la maison aussi en même temps. Et ce serait intéressant de voir comment le PSG, surtout avec les moyens, surtout avec leurs annonces, vont faire. Mais sur la question de l'investissement et des nouvelles structures, ça ne me choque pas. Et on verra que de plus en plus de clubs, et ça se voit, même si pour l'instant beaucoup de clubs investissent sur du FIFA parce que ça parle plus à leur public, vont investir dans League of Legends, et notamment aux États-Unis. Par exemple, on voit les investissements des équipes de NBA. Exactement. Parce qu'en final, l'e-sport, même si les chiffres sont gros, ne coûte pas cher pour ces structures-là. Investir dans un spot LCS, c'est 1 million d'euros. 1 million de dollars à peu près. Dire pour 1 million de dollars pour Miami Heat, c'est rien. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter une franchise dans un autre sport assis de leur ligue. Donc du coup, 1 million en e-sport, quand on voit le potentiel de progression, on se dit, si ça marche pas, 1 million, c'est pas grave pour nous. Par contre, si ça marche, c'est jackpot derrière. Donc c'est pas surprenant après avoir les performances derrière. C'est ça moi ce qui m'intéresse. Les investissements, je suis pas contre, ça me choque pas. C'est une évolution qui est très rapide pour l'e-sport, mais en même temps, on est dans une société qui va de plus en plus vite. Et on n'a pas besoin de cette évolution comme a pu avoir le foot avec plus de 100 ans d'existence. L'e-sport va sauter les marches. Mais à voir, en fait, c'est surtout de la performance moi qui m'intéresse. Tu peux avoir des millions, si tu performes pas derrière, tes millions ils ne servent à rien. Donc que du beau jeu. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller check Connect eSport. Merci à toi. Que dire de plus ? De rien, merci à vous aussi de donner un peu de visibilité à des structures en devenir. Et on espère pouvoir vous retrouver dans différentes LAN. Nous, on sera à la Gamer Assembly, on sera à la DreamHack. La DreamHack chez nous, on est de Tours. Donc voilà, on sera sur place. Venez tous à la DreamHack Tour parce qu'apparemment j'ai cru comprendre que c'était aussi l'anniversaire de Connect eSport qui fêtera ses 3 ans. Merci beaucoup à toutes et à tous, c'était Soren pour Thunderbot. Ciao.